Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce journal. Kigali, une ville dans un environnement salubre, sans pareil, à la faveur de la 27e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue les 17 et 18 juillet dernier dans la capitale rwandaise. La ville des 1000 collines a émerveillé comme elle en a coutume les personnalités qui s'y sont rendues. Jérôme Kofi Abola, notre reporter, envoyé spécial de RTI 1, dans la capitale rwandaise, en a fait le constat. Que de conduire avec brio la 27e conférence des chefs d'État et de gouvernement les 17 et 18 juillet 2016, la capitale rwandaise a plus de mérite de s'illustrer de la plus belle des manières pour ce qui la caractérise singulièrement. La propreté. Oui, la propreté. De quoi émerveiller toute personne qui, pour telle ou telle raison, vient au Rwanda ou le découvre à travers sa capitale. Nous avons été fort impressionnés par le Rwanda, un petit pays qui fait le 10e de la Côte d'Ivoire en superficie, la moitié de la population, mais un pays qui avance avec les meilleurs indicateurs économiques, sociaux comme de gouvernance. C'est une ville, Kigali, de 2 millions d'habitants, qui nous a frappés par la propreté. Je rêve que la Côte d'Ivoire, qu'Abidjan, soit un jour aussi propre que Kigali. De Kyovu à Kimurongo, en passant par Nyavugogo, Yarutarama, Yarera et dans les environs du mont Kigali, partout dans les quartiers populaires, comme dans les quartiers d'affaires, il n'y a pas la moindre trace d'insalubrité. Même les poubelles pour traquer les sachets plastiques et autres mégots de cigarettes, ainsi que des tas d'immondices, sont rarement visibles parce que bien rangés dans des endroits appropriés. Partout, ce que l'on voit, ce que l'on touche en termes de propreté, n'a rien d'un oripeau, juste une réalité dont seuls les Rwandais ont le secret. Notre gouvernement s'efforce de le développement. Alors le développement va avec la propriété. Tu ne peux pas développer et rester la propriété, bien sûr. Donc c'est pourquoi tout le monde là est concerné, toute la population. On s'efforce de la propriété. La propriété du Rwanda est basée sur la culture. Notre quartier doit être propre avant que la ville devienne propre. Alors à partir des quartiers, ça devient des secteurs, des villages, des districts là. C'est pourquoi vous voyez que notre ville est propre. La propreté au Rwanda, en tant que fait culturel, c'en est un vraiment. Mais le plus marquant, c'est de se faire à l'idée que l'on est rwandais pour être au Rwanda et non parce que l'on appartient à un groupe ethnique. Au-delà donc de ce changement de mentalité, après les épreuves de 1994, il y a des visées de développement. Dès lors, on se doute fort bien que le Rwanda n'ayant pas de matières premières suffisantes, de façade maritime, pour le président Paul Kagame, il n'y a que cela comme atout majeur pour attirer les investisseurs en vue d'un développement durable. Donc, de Kigali, avec le président Paul Kagame pour un changement de mentalité après des moments difficiles, au Rwanda, à Abidjan, on ne risque rien de dire que le président Alassane Ouattara, après la crise post-électorale de 2010, a raison trop tôt pour parler comme l'autre de dire qu'il faut à la Côte d'Ivoire un Ivoirien nouveau pour son développement. Et faire aussi de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 en passant par l'amélioration du cadre de vie des populations. C'est la mission que s'est donnée Anne Désiré Ouloto, la ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement. Invitée hier matin au rendez-vous du gouvernement, la ministre a fait savoir que la transformation de la Côte d'Ivoire dans le cadre de son émergence doit se faire également au niveau de la salubrité et de l'assainissement. Le thème de cette rencontre était émergence de la Côte d'Ivoire, quelle place pour la salubrité et l'assainissement. Aurélia Drokula, Davis Oyo et Grace Kondo. La ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement, invitée du 26e numéro des rendez-vous du gouvernement ce jeudi. 2 heures d'horloge ont suffi à Anne Désiré Ouloto pour décliner la vision du gouvernement et les initiatives prises pour améliorer le cadre de vie des populations. À cette rencontre, l'oratrice du jour a fait un large tour d'horizon des questions liées à l'état d'insalubrité dû à l'incivisme des populations. L'heure est au changement, selon la ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement.
Des actions sont menées par son département pour inciter les citoyens à améliorer leur cadre de vie. Des réformes sont donc en vue. La fusion de la nature et du Fonds de financement des programmes de salubrité est une exigence du président de la République et du gouvernement. La mise en place d'une plateforme avec les maires de Côte d'Ivoire. Pendant longtemps, les collectivités territoriales se sont senties exclues du processus de propreté, de gestion des ordures ménagères, d'amélioration du cadre de vie des populations. Le partenariat avec les ONG de Côte d'Ivoire, avec les associations de la société civile, qui sont des relais de l'action du gouvernement. Cela doit se faire dans un cadre formel. Nous avons également, au titre des politiques et des réformes, l'introduction du tri sélectif à partir des ménages, l'instauration d'une politique de prévention des déchets et d'éco-consommation. Des réformes qui passent par la construction d'infrastructures modernes. La Côte d'Ivoire a besoin de centres de groupage en matière de salubrité. Nous avons 2 qui sont en finalisation donc, de construction. Il y en a un qui verra le jour bientôt. Nous rêvons de réaliser 2 centres de transfert pour faciliter donc la gestion, le processus de collecte des déchets ménagers. Nous avons besoin également de 3 centres d'enfouissement technique. Nous devons désormais parler d'unités de tri, d'usines de valorisation de déchets avec production d'électricité et de gaz. Les programmes d'investissement annoncés par le ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement vont coûter plus de 200 milliards de francs CFA. Pour restaurer l'image des villes ivoiriennes, le ministère envisage d'organiser une semaine nationale de propriété au mois d'août prochain. Mais avant, le projet dénommé Propriété et embellissement des communes de Côte d'Ivoire sera lancé ce lundi 25 juillet. Parlons à présent justice pour évoquer dans le procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo des témoins à charge à la barre. C'était hier en présence de notre reporter Gabriel Zani. Simone Gbagbo, poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, un témoin constitué partie civile, car il a perdu un proche parent dans la marche des femmes d'Abobo. Selon son récit, les obus tirés pour réprimer la manifestation des femmes d'Abobo contre le régime de Laurent Gbagbo sont à l'origine de la mort de 7 femmes, dont sa belle-sœur. La défense dénonce un récit truffé de contradictions. C'est un témoin qui a menti sur toute la ligne. Toutes ces déclarations sont contraires à ses déclarations initiales et sont contraires au témoin principal qui aurait transporté les corps. Tous les témoins à charge aujourd'hui, je le dis, jusqu'à présent, n'ont rien montré en quoi Mme Gbagbo est liée à ces opérations. Même si le récit de Yacouba Ouattara comporte des irrégularités, il n'en demeure pas moins que sa belle-sœur ait été tuée dans la répression de la marche des femmes d'Abobo du 13 mars 2011, selon les avocats de la partie civile. Pour eux, les faits restent les faits. Le témoin est venu nous confirmer qu'il y a eu effectivement des femmes tuées à Abobo. C'est ce que nous nous retenons. Il n'a pas été témoin des faits, il n'était pas à la marche, il l'a confirmé. Mais seulement, il est notable qu'il a perdu sa belle-sœur. Et il nous a montré le certificat de décès et l'acte de décès. La liste des témoins de l'accusation est longue. Au moins 9 personnes assermentées passeront devant les juges pour relater les faits en rapport avec la crise post-électorale et montrer l'implication de Simone Gbagbo. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé jeudi au lancement officiel du Conseil national pour la transparence des industries extractives. Le conseil, piloté par André Kofi, sera en charge de veiller au renforcement du cadre réglementaire des industries extractives dans le pays, travailler à la transparence du dit secteur, mais surtout trouver des solutions à l'orpaillage sauvage et enfin permettre aux populations de jouir des retombées non négligeables du secteur. L'Autorité nationale des régulations des marchés publics, la NRMP, a rendu public hier donc 21 juillet, les résultats de l'audit des marchés passés au cours de la gestion 2014. Cet audit lancé en 2014 auprès de 10 ministères et 11 sociétés d'État avait pour objectif de vérifier le processus de passation et d'exécution des marchés conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014 afin de mesurer le degré de respect des dispositions et procédures édictées par le Code des marchés publics. Ces enquêtes menées sur un échantillon de 150 marchés passés révèlent que 58% de ceux-ci l'ont été avec des procédures irrégulières. Alvorassa.
Le code des marchés publics pas toujours respecté par les autorités contractantes en Côte d'Ivoire. C'est le constat de l'audit mené par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics sur la gestion des marchés publics sur la période 2014. Sur un échantillon de 150, 87 marchés, soit 58%, ont été passés avec des procédures irrégulières. Des irrégularités de procédures constatées auprès de 19 autorités contractantes, ministères et sociétés d'État, sur un total de 21 audités. Pour améliorer le système, la NRNP a formulé des recommandations à l'endroit des autorités contractantes. D'abord, le problème d'archivage. Vu que quand on audite, un audit se fait sur papier, sur document. S'il n'y a pas de document, il ne faut pas auditer. Et donc, le problème de l'arrêté interministériel sur l'archivage a été mis en exergue. Nous avons ici le problème de renforcement des capacités même qui doit de plus en plus être accentué au niveau des sociétés d'État, des ministères et des différentes autorités contractantes même de façon générale. Nous devons aussi mener une politique qui devra conduire à permettre à tous les soumissionnaires, en particulier, de pouvoir se soumettre au code des marchés publics. Après la publication de ce premier audit généralisé, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Vous verrez la publication sur notre site internet et nous avons déjà transmis donc, le résultat de ces audits à nos autorités compétentes. Troisième étape, c'est de faire une matrice de suivi de nos recommandations pour que ça ne tombe pas dans l'oubli et que peut-être dans 6 mois, dans 1 an, nous puissions faire un bilan de savoir quelles sont les recommandations qui ont été suivies. Les autres chiffres de l'audit font état de 32% de procédures régulières et 10% de marchés passés non archivés. En bref et en images, les fuites fiscales font perdre aux pays africains plus de 50 milliards de dollars par an. Pour lutter efficacement contre l'évasion fiscale, 22 d'entre eux dans la Côte d'Ivoire sont devenus membres du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales. Étant le 125e membre du Forum depuis seulement 2015, la Côte d'Ivoire bénéficie d'un programme d'accompagnement en vue de s'engager pleinement dans les travaux du Forum mondial et tirer profit des avancées enregistrées ces dernières années en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale internationale. C'est à cet effet qu'un séminaire de sensibilisation avec diverses administrations et organismes intervenant dans le processus d'amélioration de la transparence fiscale en Côte d'Ivoire se tient. Il s'agit ainsi pour le secrétariat du Forum mondial d'apporter son assistance technique à la Côte d'Ivoire pour l'aider à mettre en place les éventuels changements législatifs et organisationnels nécessaires en vue de se conformer aux normes internationales et utiliser l'échange de renseignements comme outil efficace de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. À Kidal, dans le nord du Mali, de violents affrontements ont opposé hier jeudi des rebelles à majorité touareg à un groupe armé pro-gouvernemental. Des tirs ont éclaté dans le centre-ville quelques jours à peine après la signature d'un accord de paix. La tension est restée vive toute la soirée. La mairie de Bujumbura veut mieux contrôler les mouvements de population. Pour cela, elle est en train de changer le système de ce que l'on appelle les cahiers de ménage. Jusqu'à présent, les familles pouvaient aller acheter n'importe quel cahier dans n'importe quelle boutique, mais désormais, il existe des cahiers officiels. Ils sont vendus par les chefs de quartier pour 2000 francs burundais, des livrets dans lesquels les foyers doivent noter le nom de tous les membres de la famille et des visiteurs. L'auteur de l'attentat du 14 juillet à Nice, en France, a bénéficié de complicité et semble avoir envisagé et mûri plusieurs mois avant son passage à l'acte. C'est ce qu'a indiqué jeudi le procureur de Paris, François Molins. Lors d'une déclaration à la presse, le patron des magistrats antiterroristes a fait état d'avancées notables dans l'enquête menée par plus de 400 enquêteurs. Et puis, pour terminer, la convention républicaine de Cleveland s'est clôturée hier jeudi, sur le très attendu discours du candidat investi pour briguer la Maison-Blanche, Donald Trump. Un discours de plus d'1 heure centré sur la sécurité des Américains devant 2000 délégués de son parti réunis à Cleveland et des millions d'Américains devant leur écran. Il entend bien honorer son mandat en s'érigeant en défenseur de l'Amérique conservatrice et des Américains en général. Ce jeudi donc, dans l'Ohio, il s'est avant tout présenté comme le candidat de l'ordre public. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. La suite, c'est avec Thierry Angeval.